Salut à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Mon nom est Andy David et aujourd'hui je suis sur les routes près de Reims en Champagne pour tester pour vous la 11e génération de la Honda Civic. Cette 11e génération, elle a une particularité, c'est la première à être commercialisée en Europe exclusivement en mode hybride, donc pas d'hybride rechargeable, pas de thermique. Mais avant d'explorer ce sujet plus en profondeur, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Automobile Propre et à activer les notifications pour recevoir toutes nos dernières vidéos, nos actus, nos essais. Alors cette petite route abandonnée sur laquelle je me tiens, elle faisait partie autrefois du circuit automobile de Reims qui accueillait le Grand Prix de France. Et on va aller voir les stands, vous allez voir, ça va nous faire un endroit sympa pour parler du design de cette Civic. Opération simplification pour la Civic qui abandonne la profusion de lignes, inserts et angles de sa devancière sortie chez nous en 2016. Les proportions sont plus harmonieuses avec un vrai capot avant bien marqué. Elle conserve cependant la silhouette hatchback de sa devancière, c'est-à-dire un pavillon plongeant coupé au niveau de l'arrière. Les dimensions, longueur 4,55, largeur 1,80 m, hauteur 1,41 m. On peut parler de grande compacte ou de petite berline dans un débat qui n'aboutira pas forcément à une conclusion bien claire. Alors quand on voit ces feux effilés tout en LED, cette calandre un peu agressive, ce capot carrossier, c'est-à-dire qui descend pas sur les ailes, ça évoque un peu les codes du design de la Peugeot 508. Petite info supplémentaire, les Civic juste ici destinées au marché européen étaient fabriquées à Swindon, au Royaume-Uni. Elles sont désormais directement importées du Japon puisque cette usine a fermé. Et nous voici donc à bord de cette 11e génération de la Honda Civic. On va étudier avec la petite caméra. Alors on commence par le volant. Plutôt de petite taille, assez agréable au toucher. Il comporte des commandes physiques, notamment pour tout ce qui est aide au maintien sur la voie, régulateur, radio, etc. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment les écrans. Vous avez le droit de me traiter de boomer, mais moi j'aime bien avoir mes petites commandes sur le volant ou des boutons, parce que ça permet notamment de manœuvrer sans quitter les yeux de la route. Donc traitez-moi de boomer, même si les sociologues me mettraient a priori plutôt dans la génération Y. L'instrumentation, elle est semi-numérique. Pourquoi semi? Parce que vous voyez à gauche, on a une partie qui est en fait un écran de petite taille. On peut faire défiler les informations à partir de la commande sur le volant, vous voyez. C'est plutôt lisible. Alors on a ici la recharge et ici le pourcentage de puissance mobilisée. Et à droite, qu'est-ce qu'on a? On a un bon vieux compteur avec son aiguille physique. On a en bas la consommation, c'est plutôt lisible, c'est assez tradit dans la présentation, mais franchement ça fait très bien le job. Toutes les Civic en série sont équipées du chargeur à induction, si votre téléphone est compatible. Est-ce que ça marche? Oui. Des ports USB, une prise 12 volts, ça c'est bien pratique. Il y en a une aussi à l'arrière. Le démarrage s'effectue par les commandes de rapport, D pour drive quand on veut partir, R marche arrière, etc. C'est assez pratique. J'ai laissé mon ticket de parking dans ce petit rangement qui est normalement destiné plutôt à des boissons. On a un grand accoudoir dans lequel on peut stocker ses lunettes et ses ventouses. La climatisation, elle se commande directement avec des boutons rotatifs dont le toucher est agréable. En plus, on sent l'écran quand on passe, voilà, quand on fait varier par exemple le débit. Les aérateurs d'ailleurs se règlent tout bêtement, voilà, avec des petites commandes, ça présente pas mal. Évidemment, vous allez me demander de vous détailler l'écran d'infodivertissement. Il fait 9 pouces. C'est pas le meilleur qu'on trouve sur le marché, on va être honnête, ça fait le job. Il est compatible Apple CarPlay et Android Auto, donc ça vous pouvez aisément utiliser votre smartphone. Moi j'aime bien la petite option débit de puissance pour voir notamment comment est exploité la partie hybride de la voiture. Un petit peu de reflet, ça c'est dommage. Il est tactile et on a donc les grands menus de la voiture. On peut aller sur radio, ça met un tout petit peu de temps. Voilà, notamment par exemple pour afficher toutes les stations. La navigation, c'est pas de première jeunesse. Ça va pas extrêmement, ça va assez vite. Ça va plus vite que ce que je pensais. C'est pas d'une présentation extrêmement chatoyante. Voilà, c'est dans la petite moyenne. C'est pas l'argument de vente principal de cette voiture. Les plastiques, voilà, c'est mou en haut. C'est moins mou en bas, mais ça c'est assez classique et ça n'intéresse que les journalistes automobiles. Globalement, voilà, on a des matériaux plutôt sympas au toucher, plutôt sympas au visuel. C'est franchement très correct par rapport au marché. Moi, j'en demande pas plus. Aux places arrière, bilan plutôt satisfaisant. Alors le siège, il est réglé pour moi à l'avant. Moi, je conduis peut-être un poil près du volant et je fais 1,77 m. Mais il y a, allez, 20 cm devant mes genoux. Donc ça, c'est plutôt agréable lorsqu'on fait notamment des longs trajets. Petite bizarrerie, je
vous montre ça avec la caméra. On a un rangement avec une aumônière ici, et on ne l'a pas du côté conducteur. Bon, petites économies, je ne m'explique pas vraiment cette chose. On a 2 prises USB pour pouvoir se brancher à l'arrière. Siège en tissu, matériaux qui ont l'air plutôt résistants et je pense pas trop salissants, donc ça c'est plutôt intéressant. Allez, dernier chapitre vie à bord, le coffre, ouverture manuelle. Et là, c'est la bonne surprise, il y a énormément de place. Honda annonce 415 litres de capacité. On voit que, voilà, c'est profond, c'est large. Le seuil de chargement est très bas parce que la batterie, évidemment, elle est toute petite. Pas grand chose à se mettre sous la dent, en revanche, là-dessous. On a de la place sur les côtés pour caler des dernières choses. Et alors, il y a quelque chose que je voudrais vraiment saluer. C'est ceci, ce couvre-coffre qui remplace l'habituelle plage dont on ne sait jamais quoi faire quand on l'enlève. Et ben là, c'est très simple, ça coûte 20 €, sans doute, à fabriquer. Et bah, c'est très bien. Donc voilà, c'est un détail Skoda-esque. D'habitude, c'est plutôt cette marque-là qui nous habitue à ces très bonnes idées. Et bah là, c'est tout simple, ça marche très bien. Et franchement, toutes les voitures devraient l'adopter. Et maintenant, on va aller dans Reims pour tester la voiture en conditions réelles, en agglomération. Alors, même voilà, dans le centre de Reims, dans la zone de la place d'Erlon, on va parler d'abord de la visibilité. C'est un point souvent mal abordé ou peu abordé lors des essais automobiles. Et c'est souvent un défaut sur les voitures contemporaines. C'est-à-dire qu'on a des meurtrières à la place des fenêtres, on voit pas grand-chose. Alors on nous met des caméras partout pour bien voir. Cette Civic, elle a fait un effort sur ce plan et je trouve ça réussi et intéressant. Par exemple, ils ont avancé les montants, ils les ont fait assez fins, ce qui permet de bien appréhender les cyclistes, les trottinettes, les piétons et les autres automobiles. Alors un défaut de cette voiture, c'est qu'elle a un rayon de braquage, voilà, je suis à la butée, un diamètre de braquage de 12,20 m, c'est une valeur un petit peu décevante. Il y a beaucoup de choses sous le capot, donc les roues peuvent pas pivoter autant que par exemple sur une électrique. Donc en manœuvre, c'est à garder à l'esprit, on arrive assez vite à la butée, et ça rend les choses un petit peu plus compliquées que sur d'autres voitures de la même taille. Autre point que je voudrais aborder, c'est tout bêtement la chaîne de puissance hybride. C'est simple, hein, quand on roule comme ça en ville, on a purement l'impression d'être dans un véhicule électrique. Évidemment, on a le silence qui va avec. Voilà, on sent le moteur thermique qui démarre devant moi pour recharger le moteur électrique. Mais franchement, c'est très doux, c'est très agréable. Alors c'est assez magique, hein, la chaîne de puissance hybride en ville. Là, j'ai le signal EV qui est allumé, ce qui veut dire que donc, je suis en mode 100% électrique. On est 81% du temps, je dirais, à peu près en 100% électrique. Et les consos qui vont avec. Vous allez dire que je suis un garçon bizarre ou très professionnel. J'ai fait une 50aine de kilomètres à tourner dans le centre-ville pour voir un petit peu les vraies consommations. Et alors, sachez que l'ordinateur de bord m'indique moins de 4 litres, 3,9 litres au 100 km, ce qui est une valeur, là les voitures thermiques elles peuvent aller se rhabiller, personne ne peut concurrencer cette valeur là, et donc ça c'est vraiment à mettre au crédit de cette chaîne de puissance un peu particulière. Et là Honda a fait très très fort. Ça me fait un peu penser à la Jazz, pour ceux qui la connaissent. C'est une voiture extrêmement recommandable en ville, notamment parce qu'elle a un super rapport entre gabarit, encombrement et espace intérieur, mais aussi parce qu'en ville elle est vraiment extrêmement agréable. Et bien là, on retrouve un petit peu la même ambiance, même si voilà, par exemple là, il y a le 4 cylindres qui s'ébroue un petit peu devant moi. On l'entend, mais rien de choquant. Donc vraiment, le White Gaia, vous savez, c'est ces séances de brainstorming sans hiérarchie qu'ils font chez Honda. Là, ça a très bien marché parce qu'on a vraiment une chaîne de puissance qui est très agréable en usage urbain. Et je profite d'une petite étape pour vous présenter le moteur, ou plutôt les moteurs. Alors on voit tout de suite, on comprend mieux pourquoi la voiture elle a un petit peu de mal en rayon de braquage, parce que c'est bien rempli ce qui se passe là. Il y a notamment le 4 cylindres 2 litres fonctionnant selon le cycle Atkinson, ce qui veut dire que la détente est plus longue que la compression. Ça veut dire qu'on privilégie l'efficacité et le rendement plutôt que la puissance maximale. Un 4 cylindres 2 litres de nos jours, atmosphérique, c'est presque un big block. On voit qu'il prend de la place ce moteur sous le capot. À l'arrière, on a la batterie lithium-ion qui ne fait que 1,08 kWh, donc c'est une toute petite capacité. En mode VE, la batterie alimente le moteur électrique, produisant
puissance 184 chevaux, jusqu'ici c'est du classique. En mode hybride, le 4 cylindres thermique se met en marche non pas pour faire tourner les roues, mais pour alimenter le générateur électrique. Ce générateur transmet à son tour son énergie au moteur électrique connecté aux roues. S'il y a du rab, l'électricité est stockée dans la batterie pour un usage futur. En somme, le bloc thermique marche comme un gros prolongateur d'autonomie. Autre spécificité Honda, entre 80 et 120 km/h, le moteur thermique de 143 chevaux peut directement transmettre son mouvement aux roues via un pignon fixe. Dans cette zone de régime et de charge, il est à son niveau d'efficience maximale, permettant d'optimiser sa consommation. Alors on va faire attention aujourd'hui, parce qu'il fait 2 degrés et que la route est assez grasse. Alors on entend bien le moteur parce qu'on est en mode sport. Il est plus discret quand on roule normalement. Alors c'est quand même très très curieux cette voiture parce que j'ai vraiment pas du tout l'impression, notamment à l'accélération, d'être au volant d'une voiture hybride. Il n'y a pas d'effet chewing-gum, il n'y a pas de latence comme ça peut être parfois le cas dans les Toyota. Là, ça part tout de suite. Le 0 à 100 est bouclé en 7 secondes 9, ce qui est une belle valeur, presque de sportive. Et on a la pêche en fait d'une voiture électrique, puisque la puissance du moteur électrique est supérieure à la puissance du moteur thermique et que c'est l'électrique qui génère la plupart du temps l'accélération. Alors on traverse le petit village. Voilà, on se met à 30 à l'heure. On va passer le dos d'âne. Enfin, le coussin berlinois pour être précis. Bon, ça va, c'est un poil ferme, mais franchement, on va dire que c'est dans la moyenne des thermiques. Ça serait mieux qu'une électrique, cette voiture. Elle peut être suspendue un peu plus souple. Donc franchement, côté amortissement, à l'avant c'est du McPherson, à l'arrière c'est du multibras. Donc c'est globalement du hardware très bon. Voilà, deuxième ralentisseur, et puis ça se passe plutôt bien. Allez, c'est un poil ferme. Mais c'est moins ferme que la plupart des véhicules électriques, par exemple. Logiquement, cette voiture, elle est un petit peu plus légère que les électriques, puisqu'elle fait 1530 kg. Elle est aussi plus légère que la plupart des hybrides rechargeables. Si vous prenez une 308, par exemple, elle fait 80 kg de plus, alors qu'elle fait une quinzaine de centimètres de moins de longueur. Donc on a un caractère plutôt plaisant, et ils ont pu régler les suspensions de manière un peu plus souple, de manière à ce que ce ne soit pas un casse lombaire à chaque fois qu'on prend un ralentisseur. Voilà, on sort du village, hop, accélération. Et alors vous entendez vroom, vroom, vroom. Alors c'est tout à fait étonnant, ce que je vais vous dire, mais tout ça c'est simulé. C'est-à-dire qu'on a des changements de rapport, mais en fait cette voiture est dépourvue d'une boîte de vitesse. Donc c'est uniquement le moteur qui fait des vocalises entre guillemets et qui s'adapte le régime selon la manière dont vous conduisez. Là on est plutôt dans un cadre sportif. On essaie un peu de tester la voiture à la limite. Et on s'aperçoit que donc on nous simule des rapports. C'est peut-être pas ce qui est le plus efficient d'un point de vue énergétique, mais c'est pas inintéressant parce qu'on a vraiment la sensation d'être dans une voiture classique avec une boîte auto ou une boîte robotisée. Il n'y a pas d'effet chewing-gum. La puissance arrive tout de suite parce qu'on a l'avantage de l'électrique. Donc ça a vraiment la pêche pour 182 chevaux. On a vraiment l'impression d'avoir une voiture beaucoup plus puissante que ça. Ce qui est rarement le cas des hybrides. Les hybrides rechargeables, par exemple, annoncent toujours des puissances faramineuses et en réalité, les sensations sont assez pauvres. Là, c'est assez impressionnant, je trouve, la manière dont cette voiture, elle a la pêche, quoi. C'est pas une grande sportive, c'est pas le but. Pour ça, il y a la Type R qui est extrêmement prometteuse. Donc c'est la Civic version sportive, la Type R. Mais on prend du plaisir au volant de cette voiture. Alors voilà, la direction. Hop, on attaque un petit peu. Il y a du grip, On sent la voiture à l'aise lorsqu'elle est un peu malmenée. Et encore, là, je suis en pneus Michelin Pilote Alpin. Donc c'est les pneus hiver. Les Pilote Sport 4, c'est des pneus d'Alpine, qui sont montés sur cette voiture normalement. Offrent un grip vraiment bien et beaucoup de progressivité. Allez, on va aborder la courbe là-bas un petit peu fort. On va voir ce que ça donne. Ça bouge pas. Tout ça est très propre. Pourtant, le revêtement est pas mal dégradé.
mais la direction est plutôt précise. Allez, on n'a pas énormément de retour d'informations, mais franchement, on va dire dans une conduite normale, c'est très bien. Alors ça tombe bien, on arrive dans une petite descente, donc je vais utiliser les palettes pour récupérer de l'énergie. Donc il y a 3 niveaux de récupération. On va dire un vraiment sans frein moteur, le deuxième qui ressemblerait au frein moteur d'une voiture thermique, et le troisième qui est un peu plus fort. Allez, on aimerait bien qu'il y ait un quatrième vraiment qui nous ralentisse très fort au moment d'aborder les descentes ou en ville. On peut vraiment pas du tout conduire à une pédale sur cette voiture. Alors on a vu sur route que c'était une voiture efficace. Maintenant on va aller voir sur autoroute. C'est pas traditionnellement l'endroit le plus favorable pour les voitures hybrides. Alors première impression, c'est que cette voiture, contrairement à la Jazz par exemple, sa petite sœur, qui utilise un plus petit moteur, ou le HR-V qui est aussi un petit peu limité, sur autoroute, ici on est dans des conditions tout à fait appréciables, normales, d'une berline compacte classique. Ça souffle un tout petit peu dans les montants, mais globalement c'est plutôt bien insonorisé. Aucun problème là-dessus, on n'est pas du tout comme dans la Jazz, hein, où on avait ce problème en fait où la voiture, le moteur hurle lorsqu'on est en charge sur l'autoroute. Là c'est beaucoup plus raffiné, et c'est sans doute dû aux 500 cm3 de différence, en faveur de ce gros moteur, hein, qui permet de mieux encaisser ce genre de situation. Alors j'ai fait pas mal de kilomètres, hein, notamment sur autoroute, ce qui est vraiment, on l'a dit, hein, le terrain pas favorable. Et dans ce contexte-là, ma moyenne, elle s'établit à 7,2 litres au 100 km. Alors c'est une valeur un petit peu décevante, hein, forcément. On va dire que c'est une valeur de voiture essence à peu près équivalente. Mais vous le savez, hein, évidemment, les voitures hybrides, leur terrain de chasse favori pour les consommations, c'est plutôt l'urbain, le périurbain ou la route modérée, notamment les voies rapides, où là le système hybride peut beaucoup récupérer, etc. Ce qui n'est pas le cas sur autoroute. Alors malgré la forme fastback, hein, moi je croyais qu'elle était plus favorable que ça, l'aérodynamique. On est sur un CX de 0,34, ce qui est un petit peu décevant. Heureusement, la surface frontale, elle est à peine de plus de 2 mètres. Ça permet de limiter la casse côté SCX, et donc d'avoir des consommations pas trop scandaleuses. Sur notre parcours plutôt défavorable avec une conduite parfois enlevée, nous avons relevé une moyenne de 5,8 litres au 100 km. Mais si vous roulez plutôt en ville ou sur le réseau secondaire, vous pourrez aisément voisiner avec les 5 litres au 100 de l'homologation WLTP. Et sans doute passer largement en dessous si vous pratiquez l'éco-conduite. Côté tarif, le premier prix de cette Honda est fixé à 32 400 €. C'est 1 000 € de plus qu'une Toyota Corolla plus petite et moins puissante, mais c'est largement en dessous des hybrides rechargeables comme la nouvelle Peugeot 308, placée autour de 40 000 €. La gamme Civic est très simple avec un seul moteur et 3 niveaux de finition peu différents les uns des autres. La dotation en série est riche avec la reconnaissance des panneaux, le chargeur de téléphone à induction, le régulateur de vitesse actif ou encore les sièges chauffants. À nos yeux, la Civic est donc la meilleure hybride classique de grande série du moment. Un seul regret, Toyota ne commercialisera sa nouvelle Prius qu'en hybride rechargeable en Europe au moment même où cette technologie semble en perte de vitesse. Le duel technologique avec cette Civic pure hybride aurait sans doute été très intéressant. Alors finalement, j'ai fait plus de 800 km en volant de cette Civic. Je trouve que c'est une excellente voiture hybride. C'est une très bonne introduction à l'électrification pour ceux qui n'auraient jamais conduit de véhicule électrique ou qui ne seraient pas encore en mesure de s'en acheter un. Je pense par exemple aux gens qui habitent en ville, dans de l'habitat collectif qui n'est pas encore équipé de bornes. Et ça peut être la seule voiture d'une famille, hein, puisqu'il y a un grand coffre, il y a de la place à l'arrière, et c'est une voiture relativement confortable. Donc là aussi, vous allez dire qu'on se répète souvent automobile propre, mais tout est une question d'usage. Voilà, on espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, on peut discuter dans les commentaires ci-dessous. Et on se retrouve très très vite sur Automobile Propre.